Mes chers camarades, bien le bonjour. Ce soir, on fait un live en partenariat avec une école de jeux vidéo, le TPA de Toulouse, et on reçoit deux camarades, Vincent et Alexandre, avec qui on va pouvoir parler autour de la thématique du jeu vidéo. Comment est-ce que on arrive à travailler dans le jeu vidéo? Moi, qui depuis tout petit avait envie de travailler dans le jeu vidéo et qui finalement ne travaille pas dedans, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et puis on va pouvoir aussi s'intéresser à leur projet de fin d'études, qui sont des jeux qui tournent autour de l'histoire. Donc on va à la fois parler de comment on en arrive à travailler dans le jeu vidéo, mais aussi des questions autour de l'histoire et le jeu vidéo, et on pourra même élargir ça un peu après au jeu vidéo en général et à l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui. Bien évidemment, comme d'habitude, Karl, le modo, le meilleur de la Terre, il est dans le chat et il va pouvoir me faire remonter vos questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas pendant tout le live à lancer vos questions et puis on tentera d'y répondre si on peut le faire. Voilà, écoutez, je vous présente les camarades Alexandre et Vincent. Bonsoir les gars. Bonsoir. Ça va, Comment ça va? ça va très bien. Bon, très heureux de vous recevoir tous les deux ce soir. Comme je le disais, moi, quand j'étais gamin, j'avais très envie de travailler dans le jeu vidéo. Je suis allé voir la dame du CDI en lui disant, moi, je veux travailler dans les ordinateurs et les jeux vidéo. Elle m'a dit, oui, très bien, tu vas faire un truc de dessin industriel, ça va très bien fonctionner. Alors, je l'ai pas écouté, heureusement, et ça va pas empêcher de pas travailler dans le jeu vidéo. Du coup, bon, voilà, c'était peut-être pas la bonne question à lui poser ou pas la bonne personne à aller voir, je ne sais pas. Mais ça remonte à quand vous votre passion du jeu vidéo, Alexandre? Ça remonte à la plus petite enfance, hein. Moi, j'étais un grand collectionneur de jeux Play 2. J'ai commencé avec la NES, la Play 1, les FF. J'avais une carte Score Games qui était buggée et qui avait 10 balles en permanence de réduction. Du coup, ça m'a permis d'avoir beaucoup de jeux et de cumuler énormément. Ah, Score Game, c'est la belle époque, hein. Aujourd'hui, à part Micromania, il n'y a plus grand chose. Et toi, Vincent? Moi, en vrai, la passion, elle est venue assez tard, parce que de base, je voulais faire cinéma d'animation. Donc de base, je voulais postuler à l'ESMA, et non à l'ETPA. Et en fait, parce que j'ai eu, je crois, un ordinateur assez tard, et mes premiers jeux, si tu veux, c'était Peter Pan au pays imaginaire. Donc on a fait un peu plus bourrin, quoi, comme jeu. Et ouais, c'est après, au lycée, où j'ai vraiment rencontré d'autres personnes qui jouaient. On a beaucoup échangé, et après, petit à petit, c'est devenu là. Et vraiment, la consécration, le moment où j'ai su, c'était en BTS. J'ai fait un BTS design graphique en numérique et j'ai pu avoir la chance d'avoir des profs assez cool qui m'ont permis de pouvoir tester les jeux vidéo, tester l'enfer. Et avec un groupe de potes à trois, on a pu tester un jeu. En fait, on t'a fait pas sur les cours, on passait nos nuits à faire notre jeu sur Game Maker, là, un peu en pixel. Et du coup, c'est là où un matin, j'ai appelé mes parents, j'ai dit, ok, l'année prochaine, je pars en jeu vidéo et puis on va se démerder. On va faire ça, quoi. Ils ont pas eu trop peur, justement, parce que moi, je sais que, tu vois, quand mes parents, je leur disais, ah, j'aimerais bien travailler dans le jeu vidéo, ils me disaient, ouais, ouais, c'est un beau projet, hein, mais je suis pas sûr que ça soit très pertinent pour l'avenir. Vos parents, ils ont pas eu peur de ça? Pas du tout. Bah, pour le coup, en fait, ils m'ont toujours vu dessiner. Ils ont toujours été derrière mes fesses pour me pousser. Donc, ouais, non, moi, j'ai pas eu de soucis, hein. Mes parents ont toujours Moi, j'ai été pas eu de cool là-dessus. soucis, mais en fait, au début, je trouvais ça vraiment inaccessible, le jeu vidéo. Pour moi, c'était un idéal qui était complètement inaccessible. Et du coup, au début, je me suis pas orienté vers le jeu vidéo. J'ai fait 3 ans de beaux-arts avant. Et, parce que j'avais vraiment une fibre artistique, je dessinais et tout. Mais c'est à l'issue des beaux-arts, en fait, où je me suis dit, j'ai envie d'avoir plus de technicité, d'avoir un vrai savoir technique qui est un peu plus élitiste et qui est pas à la portée de tout le monde pour pouvoir aussi le détourner dans le milieu de l'art, parce que je me consacre quand même un peu. Et du coup, je suis parti vers le jeu vidéo. Je me suis dit, mais en fait, il y a des écoles, pourquoi pas. Ouais, ouais, mais c'est vrai qu'il faut sauter le pas. Mais aujourd'hui, en fait, on en rigole un peu parce que quand on voit la force de frappe de l'industrie du jeu vidéo, on se dit, ok, il y a du taf. Et puis pour le coup, moi, pour avoir été visiter les studios d'Ubi à Montréal, tu vois les. Alors ça, c'est l'étage où il y a les gars de Rainbow Six qui travaillent. Tu vois 100 personnes, tu te dis, waouh, ouais, ok, très bien, il y a du monde, quoi. Je dis, ah oui, on est quand même le premier employeur de Montréal. Ah oui, d'accord, ok. Mhm. Donc ça pèse. Et c'est vrai que moi quand j'étais plus jeune, parce que je suis un vieux maintenant, c'est vrai qu'il y avait encore beaucoup de préjugés sur le jeu vidéo, et j'ai l'impression que ça commence à tomber, ce genre de préjugés autour de l'industrie, et que maintenant les gens se rendent compte qu'il y a énormément de travail et de branches différentes aussi, parce que ça c'est, avant peut-être d'aborder le TPA et puis vos
projet perso, est-ce qu'avant de rentrer dans cette école, vous saviez vraiment vers quoi vous orienter comme style de métier? Parce que là, tout à l'heure, j'étais sur le site de l'ETPA avec marqué les métiers du jeu vidéo. Et honnêtement, c'est vrai que quand tu connais pas, il y a la moitié des trucs, tu te dis, ça a l'air joli. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est, quoi? En fait, moi, ce qui m'a convaincu dans l'école et qui m'a fait que je suis allé vers celle-là, c'était justement sa polyvalence. En fait, elle est intitulée game design, mais c'est vraiment pas pour forcément être game designer. C'était dans le sens très large du game design et de tous les métiers du jeu vidéo. C'est-à-dire que pour faire du game design, il y a un moment où tu es obligé de comprendre les autres métiers du jeu vidéo parce que tu vas parler à des mecs qui font des FX, tu vas parler à des développeurs. Et si tu comprends pas tous les métiers, tu vas pas pouvoir bien avancer. Et du coup, la formation, elle est très polyvalente. Et en fait, quand on arrive en troisième année et qu'on fait une prod sur 9 mois à peu près, voire quasiment un an, on s'oriente chacun vers nos affinités et pas forcément vers le game design au sens pur. Donc il y a des mecs qui vont spécialiser sur les FX, il y en a sur de l'anime. Et du coup, à l'issue de l'école, il y en a plein de mes camarades qui sont pas game designers, qui travaillent chez Ubi, ils sont environment artistes ou autres. Moi, je suis resté un peu game designer dans le sens large, mais avec une vraie orientation artistique. Mais dans les 2 boîtes dans lesquelles j'ai été, c'est des boîtes où j'étais le premier employé. Et du coup, il y avait la nécessité de faire un jeu et j'avais les compétences pour le faire dans son ensemble. Je touche un peu à tout, du coup, j'ai pu coder les premiers protos, les premières bases, ajouter du graphisme dessus. Et en fait, moi, c'est ça qui m'a convaincu dans le TPA, c'était le côté très polyvalent où j'avais envie un peu de savoir comment on faisait un jeu de A à Z, quoi, de pouvoir faire un peu un jeu par moi-même, même si c'est pas idéal et de faire un jeu tout seul, mais de savoir le faire, c'est intéressant. Bah, pour le coup, moi, en vrai, c'était, ouais, je voulais de toute façon faire de l'art. Je dessinais tout le temps, je voulais créer mes personnages, créer mes histoires. Et c'est en faisant là, du coup, ce fameux jeu en BTS avec 2 autres potes où je me suis dit, ça serait cool, pourquoi pas, de savoir en fait comment c'est derrière. Donc d'où le TPA. Au final, c'est comme Alex, c'est le côté plus où tu apprends beaucoup de choses en fait et où tu vois tous les métiers que je trouvais très intéressant. Mais bon, après, j'en ai pas mal aussi discuté avec des potes et avec des profs. Au final, il y avait des cours, franchement, en fait, je restais à dessiner, quoi. Au final, ça m'intéressait, mais je suis toujours resté dans le dessin, dans la 3D, dans le concept art. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être entré dans une boîte où ils avaient besoin de ça. Et du coup, bah, j'ai la chance d'être en fait pluridisciplinaire au sein de l'art. Mais parce qu'on va faire de la vidéo, on va faire des effets spéciaux, on va faire des modèles 3D, de la 2D, du concept art. Mais ouais, toujours rester là-dedans. Donc pour le coup, moi je savais à peu près déjà vers où je voulais aller quoi dans le jeu. Ouais, en tout cas, c'est intéressant cette polyvalence du parcours. J'avoue que quand j'ai découvert cette école que je ne connaissais pas en fait avant le live et la prise de contact, hein, ça m'a bien plu aussi parce que moi, tu vois, je suis issu d'une formation audiovisuelle et ce qui m'a vraiment aidé, c'était d'être dans une petite boîte où en fait, t'es obligé vraiment de toucher à tout, quoi, de pas être trop spécialisé non plus pour avoir une vue d'ensemble et finalement arriver à t'intégrer dans une équipe parce que quand tu bosses avec un collègue, tu sais quelle problématique il va rencontrer, il va avoir, et donc tu essayes de faire au mieux pour te caler avec lui, quoi. Tu vois, c'est d'être complémentaire. Donc c'est hyper cool. Alexandre, tu peux peut-être nous parler un petit peu de... on va peut-être diffuser d'abord le trailer du jeu sur lequel tu as travaillé Ouais. en troisième année. Et puis tu vas pouvoir nous en parler un petit peu. Ce jeu, ça s'appelle Abadi. Voilà les amis, je vous Tout à propose fait. de découvrir ce petit trailer et on se retrouve juste après.
Et voilà, bah, franchement, une bonne annonce qu'elle est bien. Bon, il y a Vincent et Alexandre qui commentaient en off en disant ah ouais, je me souviens. Vous vous souvenez de quoi? Alors dites-moi. Du coup, ce jeu, moi j'ai été dessus, j'étais sur la partie DA, animation un peu, enfin pas mal, sur une grosse partie qui a été sectionnée de l'animation. Mais tout ce qui est direction artistique, réalisation des assets et du décor qu'on a vu dans le trailer, c'est moi, clairement. Et du coup, on était 4 sur notre projet. Donc, il y avait Estelle qui a tout codé et qui a fait le proto originel. Et Gauthier qui, lui, s'est chargé des animations des personnages qui sont visibles dans le trailer et des décors d'une partie des décors qui ont été supprimés, qui étaient faits avant et qui a beaucoup aidé sur l'ensemble. Et Charlène qui s'est chargée des FX. Et du coup, je vais vous parler un peu du jeu. Niveau scénar, en gros, c'est un jeu qui se passe en Mésopotamie à la naissance de l'écriture. Et c'est un frère et une sœur qui vont voir dans un ziggurat, ils vont voir un dieu pour lui demander l'immortalité. Et celui-ci va les mettre au défi. Et du coup, ils vont être transformés en sable, la matière du temps, et ils vont devoir effectuer plusieurs défis, parcourir différentes salles pour accéder en fait à l'immortalité. Et il s'avère que dans le jeu, à la fin du jeu, l'immortalité, c'est l'écriture. Et en fait, c'est les premiers à découvrir l'aspect intemporel de l'écriture. Sachant que les personnages sont des scribes, je l'avais pas dit. En fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, on était intéressés du coup par l'aspect écriture et la Mésopotamie. Et en fait, la problématique, c'était que l'écriture cunéiforme, à la base, elle était utilisée que de manière quasiment mathématique. C'était pour tenir des comptes, tout ça. Et du coup, on voulait quand même, nous, avoir cet aspect littéraire. Et à force d'itération et de travail, on s'est dit que finalement, l'idée que ce soit eux qui trouvent le côté euh, littéraire de l'écriture, ce serait ce qui serait intéressant. D'accord. Et là, donc vous étiez que 4 et vous aviez combien de temps pour faire ça? Alors, en gros, le projet, il s'est déroulé à la fin de la deuxième année. On nous a tous demandé de faire un prototype durant l'été sur nos vacances. On avait tous le choix de faire un prototype. Donc, à la rentrée en fin septembre, chacun a présenté son prototype. Euh, pendant 3 mois de mémoire, ça remonte un peu, alors, excusez-moi. Pendant 3 mois, on s'est dispatché en 5 équipes qui ont tous bossé sur un proto différent. À l'issue de ces 3 mois, il y a un des protos qui a sauté. C'était le mien. Enfin, c'était pas mon proto, mais j'étais dans l'équipe qui a sauté. Et ils ont redispatché les personnes sur les 4 protos restants. Et du coup, il nous est resté 9 mois pour faire le jeu qui était présenté à la fin de l'année. 9 mois, d'accord. Et pour un jeu qui... Alors, il dure combien de temps le jeu? Il dure 40 bonnes minutes. Ouais, c'est du taf quand même, hein. C'est fou. Hein. Ouais, c'est beaucoup de taf. Ah, on s'en rend pas compte, c'est comme les gens qui disent ah, les vidéos de t'abonner, ils pourraient en faire 2 fois plus. Oui, bah, c'est du taf, vous le voyez pas. Mais alors, un jeu vidéo, c'est pareil. C'est même pire. En fait, on a mis beaucoup de temps à déterminer la direction artistique. On a été beaucoup le cul entre deux chaises. Et c'est vraiment dans le dernier mois et demi qu'on s'est parfaitement orienté, qu'on savait où on allait et qu'est-ce qu'il fallait pour que tout soit cohérent. Et du coup, tous les assets et tout, on les a produits à la fin. En fait, je vais parler un peu de la DA comme je suis dessus. Euh, En fait, l'idée, c'était qu'on ait un jeu qui, esthétiquement, on puisse voir le rapport à l'écriture. Et du coup, moi, je me suis intéressé à tout ce qui était calligraphie. Alors, ça se détache de l'écriture cunéiforme, mais l'idée, c'était vraiment de montrer l'écriture dans toutes ses formes. Et du coup, on voulait redonner un aspect un peu calligraphique, peint, dessiné dans tout l'univers du jeu. Et, en fait, pour produire cette esthétique, on a un peu tourné en rond, un peu galéré, parce qu'on utilisait les process qu'on nous avait appris à l'école avec 3ds Max, qui est un logiciel de 3D. On modélisait de manière un peu classique. Et moi, je suis un fou de VR. J'étais grave intéressé dans la VR. Et à un moment, je me suis dit, en fait, ce serait juste bien de mettre son casque et de commencer à dessiner vraiment dans l'espace les assets.
Et c'est ce que j'ai fait. Et le résultat dans le casque était trop bien. Et du coup, j'ai mis au point un pipeline pour pouvoir dessiner les différents objets. Et sur ce, en fait, on a pondu tous les modèles comme ça. Je peux t'envoyer un lien. J'avais un petit making of de justement comment j'avais fait. Donc, alors, là, on voit, en gros, je dessine vraiment les objets dans l'espace du logiciel. En fait, la level designeuse, Estelle, elle me filait des parties de level design qui fonctionnaient, qu'on avait playtesté à Bâle, on savait que ça marchait. Et moi, je venais redessiner directement en VR les décors tout autour. Ah, c'est trop bien. Et du coup, après, tu exportes tous les décors et on mettait ça dans Unity, et un peu d'optimisation, tout ça. En termes Et de donc, poly, c'était pas la mort là? Tous les trucs VR comme ça? si justement, Ouais. tous les assets VR, ils sont trop high poly, et du coup, il fallait tous les retraiter pour Vous aviez pour qu'ils utilisé, soient vous un peu aviez bake plus les textures optimisés. là et tout pour avoir tous les petits détails? Non, non, j'ai rien bake. Ah ouais, ok. Il y a plein de trucs qui sont hardcore, où il y a plein d'astuces pour les FPS. Oui, c'est vrai, ça a l'air tout à fait hardcore. J'ai rien compris, les gars. J'ai rien compris. Désolé. Bah, en gros, quand tu fais un truc, on va dire un personnage, quand tu fais ton personnage, tu vas prendre ton logiciel de sculpt pour faire tous les petits détails que tu vas avoir sur ton personnage. Donc, tu vas faire les petits pores de la peau, tout ça. Sauf que tu vas creuser dans le modèle. Et en fait, après, on fait ce qu'on appelle un modèle low poly. En fait, ça va être le modèle qu'on va utiliser dans le jeu. C'est un modèle beaucoup moins défini où en fait, tu vas juste faire une forme globale, si tu veux, de ton objet, personnage, ce que tu veux. Et on appelle ça bake. En fait, on va tout simplement prendre l'objet du coup qui est avec tous les petits creux, toute la définition, et l'objet qui est sans définition, et on va mixer les deux. Et en fait, on va prendre tous les petits détails du plus défini on appelle ça bake. C'est vraiment imprimer en fait en texture les petits éléments. D'accord, mais ça, c'est en fait, c'est une fois que t'as travaillé déjà le truc en low resolution, quoi, en gros. C'est pour permettre d'être plus léger d'un point Ouais, de vue c'est pour PC. pouvoir le faire tourner dans le jeu parce que sinon c'est la mort quoi. Ouais, bah, en fait, on a exactement les mêmes problématiques en audiovisuel, hein. C'est Dans le jeu vidéo, tu es toujours dans l'économie de moyens, dans l'optimisation. C'est une problématique constante. Moi qui suis en VR, encore plus en VR qu'ailleurs. ouais, bah c'est pareil. En gros, en audiovisuel, on a aussi ce qu'on a. On peut downgrader les images 4K, par exemple, Ouais. pour ceux qui ont pas des configs suffisantes à la maison. Tu montes ça dans des configurations, des résolutions qui datent d'il y a 20 ans, et tu fais ton petit truc pépouze en disant waouh, c'est fluide. Et à la fin, quand tu exportes, ça te permet de récupérer tout ton montage en 4K, donc c'est Ok. plutôt pratique. Et alors, Alexandre, pourquoi est-ce que vous avez choisi la Mésopotamie, justement parce que c'est vrai que c'est une période qui est pas beaucoup représentée, même où l'espace géographique n'est pas beaucoup représenté finalement dans le jeu vidéo ou même dans le cinéma en général. Alors, du coup, quand le proto des vacances est tombé, c'était celui d'Estelle qui a été sélectionné. Et elle avait déjà conçu son jeu, enfin, prototypé son jeu pour qu'il se passe en Mésopotamie. Enfin, prototypé. Elle avait défini un petit contexte, donc on a un peu respecté sa direction d'origine. Et par contre, moi, quand j'ai commencé à me documenter pour savoir un peu à quoi ressemblaient les architectures, à quoi ressemblait la vie à cette époque-là, c'est vrai que le source matériel, il n'était pas énorme. Il y avait beaucoup de choses à imaginer, à interpréter. Ça m'a les sculptures m'ont beaucoup servi pour les personnages, parce qu'au départ, les personnages, ils avaient une vraie incarnation humaine dont on a dû se défaire à un moment dans la prod parce qu'on n'avait plus suffisamment de temps. Mais après, on a choisi de se faire placer l'histoire dans une ziggurat, parce qu'on voyait à peu près l'architecture de ces pyramides, on savait à quoi elles ressemblaient. Mais il y avait quand même c'est pas forcément une liberté, mais une, une méconnaissance de cette période qui nous permettait d'être assez libres. Norticus qui dit Mésopotamie, ça correspond à quoi? En gros, effectivement, c'est l'Irak. Vous avez d'ailleurs sur tout ce qui est iconographie de la Mésopotamie ou autre, il y a des ressources qui sont très précieuses et extrêmement belles au musée du Louvre, hein. Le jour où ça rouvre, les musées, un jour, allez faire un tour là-bas. Il y a vraiment des trucs qui sont absolument
incroyables au musée du Louvre, les taureaux androcéphalés notamment, qui sont... voilà, c'est des petits bijoux, il y a des fresques magnifiques. Voilà. Vincent, je te propose qu'on diffuse ton projet. Yes. Akuma, voilà, vous étiez un petit peu plus, il me semble que vous étiez 8. Ouais, c'est ça. On se retrouve juste après pour en parler, puis comme ça, après, on se renverra la balle tous les 3. Voilà, allez, c'est parti pour Akuma. Voilà, un très beau trailer là aussi, donc de Akuma, et donc de pas Akuma, voilà. J'ai lancé le trailer et je me suis dit, je suis encore en train de massacrer le nom de... Voilà. Alors raconte-nous un petit peu le process, Vincent, et puis ton rôle là-dedans. Alors, du coup, Akuma, c'est en fait, comme l'a dit Alex, on avait du coup tous à faire des protos, tout ça pendant les vacances. Et le proto qui a été retenu, c'était le proto d'un de nos potes, Benoît, qui s'est dit, bon, bah ok, j'ai envie, moi, de partir sur un hack and slash futuriste. Voilà, il aimait beaucoup les hack and slash, quelqu'un qui joue à Diablo, à Path of Exile, à tous ces gros hack and slash. Et en fait, le jour où on a reçu ce sujet, les profs avaient monté notre team en nous disant, bah écoutez, on va faire un test. Normalement, vous allez vous planter, mais on veut faire un test. On va tester ça. Vous avez une équipe de bourrins, on y va. Et du coup, on les a pris au mot et on a cravache pour faire un petit proto. C'était des cubes, les persos. Il y avait des sorts pétés où tu faisais exploser de partout. Et en fait, ça a marché. Et du coup, à partir de là, le projet a été validé. Quand ils ont refait les équipes, du coup, ils nous ont mélangé. On est passé, il me semble qu'on était 5, si je te dis pas de bêtises. On est passé du coup à 8. Et à partir de là, on a pu commencer la prod. Alors au début, Akuma, ça devait être dans un truc très cyberpunk, avec des villes, on parlait de Yakuza, tout ça. Et au final, je crois que c'était une discussion qu'on avait eue du coup avec Benoît, celui qui avait fait le projet. Je crois que je l'avais emmerdé parce que ça me saoulait en fait la ville. Et du coup, on avait fait un test sur un pourquoi pas le Japon féodal et du coup des samouraïs parce que je crois que je devais avoir fini Samurai Jack à ce moment-là, donc j'étais à fond dans cette période-là. Et je suis revenu un soir avec un concept art. En fait, j'ai dessiné le soir et le lendemain, je suis revenu et j'ai dit voilà, moi j'aimerais bien qu'on fasse un truc comme ça. Et on a dit tous, on s'est mis en groupe, on a dit ok, let's go, et c'était parti. Et du coup, bah, sur le projet, moi j'avais un rôle de directeur artistique, si on peut appeler ça, parce qu'on faisait relativement tout ensemble quand même, toutes les décisions, mais c'est juste en gros, fallait qu'il y ait une cohésion et
en fait, j'étais juste là pour trancher. Et du coup, moi, j'ai fait beaucoup de concept art sur les environnements, comment on voulait notre univers. Et après, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait, du coup, la vidéo du trailer, on s'est mis à plusieurs. J'ai participé aux environnements, aux personnages. En fait, la plus grosse partie que j'ai fait, c'était le design des personnages. Et là encore, 9 mois. Ouais, pareil, 9 mois intensif, mais 9 mois cool. Et alors, tous les deux, alors, et là tu me faisais juste une petite, tu me faisais des réflexions en off en regardant Mm. le trailer, tu me disais oh là là, ça réagit Ah mal et ouais, tout. ouais, ouais, il y avait plein d'erreurs là. On s'est rendu compte, ça, je m'en suis rendu compte bien après. En fait, je m'en suis rendu compte là dans la boîte là où je suis, sur une des prods qu'on faisait. C'est qu'en fait, il y a une des textures qu'on utilise en jeu qui s'appelle la normal map, qui est une texture qui réagit à la lumière pour du coup faire toutes les boss, tout ça. Et en fait, là, vraiment toutes les textures du jeu sont inversées. Elles réagissent tous à l'envers de ce qu'il faudrait. Ah, c'est normal, c'est les projets de fin d'études et tout. Enfin, moi, je sais Ouais, c'est ça. que votre cursus, ça me rappelle un peu ce que j'avais fait. J'avais fait un BTS aussi. On a eu un projet de fin d'année où on devait réaliser un film. Bon, il y a plein d'erreurs et t'apprends avec ces erreurs-là. Mais Ah oui, bien sûr. et de toute façon, t'as jamais fini de galérer. Dernièrement, je recevais sur la chaîne les gars qui ont fait Twin Mirror, donc les créateurs de Life is Strange. Et c'était drôle parce que j'étais avec le gars qui gérait les lights et qui me disait ah mais cette scène on l'a trop chié et tout et comment t'as le gameplay et voilà il disait on n'en pouvait plus, ça faisait que des trucs qu'on voulait pas. C'est énorme. Et alors vos deux jeux quand même alors s'inspirent de l'histoire. Est-ce Ouais. que c'était dans le cahier des charges de tous les projets ou est-ce que c'était pour chacun d'entre vous des discussions qui font que Nous, on n'était pas dans la même promo avec Hoffman, on a Ouais. un an d'écart. Mais nous, il n'y avait pas du tout d'obligation historique. Le premier proto, la première équipe que j'avais intégrée, c'était un projet, il n'y avait même pas d'histoire, c'était du pur gameplay. C'était un proto que de gameplay. Et non, il n'y avait aucun contexte historique à définir. Après, mettre un contexte historique sur son jeu, c'est quand même un gros atout. Et en fait, prendre un contexte historique, bah, c'est prendre les règles d'un monde à une époque et les retranscrire dans son jeu. Et en fait, tu définis déjà des limites et des contraintes, des frontières qui sont intéressantes. Après, ouais, Vincent, je sais pas si toi, il t'avait demandé Ah, directement de... pas du tout. Nous, Non. c'était Benoît qui est arrivé en disant voilà, j'ai envie de faire un hack and slash. Quel thème on voit pas beaucoup? Bon, on voit du Viking, on voit de l'Heroic Fantasy, on voit de la Dark Fantasy, tout ça. Bon, allez, on va partir sur le Japon parce que Benoît aimait en plus beaucoup le Japon. Et voilà, c'est tout. C'est parti de là. Et puis à partir de là, on s'est documenté. Moi qui connaissais pas du tout l'histoire du Japon, Benoît nous avait fait des condensés en PDF de l'histoire du Japon pour Ah que ouais. on prenne tout en compte et tout. Et à partir de là, ça a été, on a maté des films, on a beaucoup maté de Kurosawa pour pouvoir avoir un peu toute cette ambiance que lui mettait dans les lumières, dans les designs, et de la documentation, de la doc, et puis voilà quoi. mais ça c'est vrai que alors j'ai eu la chance de pouvoir réaliser il y a quelques années 2017-2018 une série sur l'histoire du jeu vidéo sur Arte et il y avait cette question là qui se posait de savoir est-ce que c'est plus compliqué de travailler avec un contexte histo ou justement d'être libre et de pouvoir faire n'importe quoi. Je pense, enfin, ça dépend parce que être libre, on s'inspire tous de quelque part, de quelque chose, et quand on fait du design, tout est censé marcher ensemble. Donc, je dirais Ah, en le fait, contexte. Ouais, vas-y. cette liberté, elle n'existe jamais vraiment, en fait. On va Hmm. prendre un mix d'univers, on va, enfin, il n'y a jamais une vraie liberté, je pense. Mais il y a toujours influencé d'une manière ou d'une autre, hein. Est-ce que c'est pas plus facile de se dire ok je fais péter un château avec 10 tours qui font la taille que je veux et puis je fous un dragon dedans et il a la taille que je veux plutôt que de se dire bon ok alors je vais partir sur un modèle existant mais ça veut dire qu'il faut pas que je me foire C'est et sûr que que c'est plus Ah, c'est facile, sûr. mais est-ce que ça va autant plaire? Est-ce que quelqu'un qui joue, il va pas se dire, bah, ton univers, il a aucun sens et en fait, Ouais, après, c'est il ça n'est que pas ça cohérent apporte. avec ton gameplay. Et l'idée, c'est vraiment, je pense que le contexte historique, il permet d'apporter une cohérence. Bon, après, il faut Hmm. travailler, hein. Faut travailler l'ensemble. Et il peut y avoir des difficultés parce que ton game design, ton proto d'origine, tu peux avoir des mécaniques qui sont pas du tout adaptées à un contexte historique que tu voudrais mettre en place et il va falloir le réfléchir, tu vois.
Je sais pas d'exemple de jeu là concrètement, mais je suis sûr il y a des jeux où il y a des pures anachronie parce qu'ils avaient une mécanique qu'ils voulaient absolument mettre et qu'ils avaient bossé pendant des mois. Non, je suis assez d'accord là sur le coup de la cohérence parce que j'en profite au passage. Le nouveau projet là, sur lequel on est en train de travailler, ça c'est avec un gros contexte historique et en partie archéologique. Et en fait, on parle de civilisation, mais on voulait créer la nôtre. Et il n'y a pas mieux que l'histoire pour avoir de la cohérence. Tu peux pas faire, quand tu crées une civilisation, tu peux pas faire plus cohérent que ce qui a déjà été fait. Donc autant prendre ce qui a déjà été fait, s'en inspirer. Pour le coup, là, on est vachement libre, hein, vu qu'on fait la nôtre, justement, pour pas qu'on nous dise, ah, mais là, la pierre, elle est de cette forme-là, alors qu'elle devrait être comme ça. Mais ouais, comme, comme on cherche vraiment une cohérence à créer un univers, bah, on prend ce qui existe déjà, on le remet à notre sauce, et puis voilà, quand on crée comme ça qu'on crée. Et, vous qui jouez aussi, du coup, vous avez pu tâter des jeux comme Kingdom Come ou des trucs qui essayent de se rapprocher au max de Il l'histoire? est dans ma liste, lui. Faut que je le fasse. J'avais envie de le faire. Petit Red Dead Redemption était bien ancré dans son univers, et bien réaliste. Et vous en avez pensé quoi en tant que joueur, justement, vous? Moi j'ai kiffé. Ah, Red Dead, ouais, J'aimais ouais, les ouais, jeux Red Dead, Rockstar, c'était hein. assez ouf. Sur tous les détails. Après, je sais qu'un truc que j'aime beaucoup, c'est que je mate pas mal de chaînes ou contenus historiques, mais surtout pour voir les détails. En fait, c'est la technique que je trouve assez cool dans ces jeux-là. Et il y a une chaîne que je regarde beaucoup où ça va parler de films et où en fait il va juste pas faire une critique de film, il va te parler des couverts que tu vas trouver dans Gladiator ou des couverts que tu vas trouver dans qui mince, Kingdom of Heaven. Et je trouve ça juste intéressant là pour le coup d'avoir ces petits détails et quand on les retrouve dans les jeux, c'est encore plus cool quoi. De voir toutes les petites attentions que vont avoir les développeurs par rapport à l'histoire et de là d'où ils s'inspirent en fait. Ouais, c'est vrai que pour avoir un peu bossé sur le sujet, il y avait des avis qui divergeaient un petit peu, mais quand certains à travers les différentes interviews que j'ai pu mener, il y a un truc qui revenait souvent, c'est que si on se rapproche trop de l'histoire et qu'on essaye trop de coller à l'histoire, il y a le risque que ça devienne chiant et qu'en fait le côté fun du jeu vidéo en fait s'évacue au profit d'un truc qui soit purement pédagogique et tu vois pas transcendant quoi. Alors je pense qu'ils sont passés, ils ont réussi à éviter ça quand même dans par exemple Kingdom Come. Mais c'est vrai que il faut être déjà passionné de la période et aimer les gameplays, hein, enfin les jeux un peu lents. Quoi. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, je me suis penché sur le jeu. Alors j'ai adoré hein, l'ambiance, tout ça et tout, mais au bout de 2 heures, je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait dans le jeu. J'ai été d'un village A à un point B. J'ai rencontré 2 gars qui m'ont fumé parce que j'étais nul. Tu vois, franchement, j'ai rien fait quoi. En 2 heures, c'était le néant. Voilà, absolu. Il y a quelqu'un qui dit, oui c'est Karl qui dit on a prononcé pédagogique, je prédis l'apparition de Romain Vincent dans 5 minutes. Romain Vincent que l'on salue, qui a la chaîne Jeux vidéo Histoire, allez le voir c'est vachement bien, il fait des très bons, des très très bons contenus. Assassin's Creed pour le coup qui s'intéresse beaucoup à l'histoire, vous en pensez quoi vous aussi? Parce que c'est quand même une grande saga maintenant qui commence à être un petit peu âgée. Moi je suis pas trop fan, tu vois, mais pour revenir sur Kingdom Come, tu dis que le gameplay il est lent et ennuyeux, tu vois, mais c'est pas lié au contexte historique, hein, c'est purement leur gameplay. À l'inverse, à un Assassin's Creed, le gameplay il est ultra nerveux, enfin beaucoup plus. Et on respecte quand même pas mal un contexte historique. C'est les règles qui ont été définies. En fait, Kingdom Come, il pourrait être ultra nerveux, ultra fast et quand même être dans le même contexte historique. Je pense que ça changerait pas fondamentalement grand-chose. Ouais, après il y avait cette volonté de se rapprocher, même tu vois, dans le système de combat, d'un Ouais. truc un peu complexe, très complexe et complet, et tout ça alourdit beaucoup, tu vois, le jeu, quoi. C'est vrai que dans Assassin's Creed, on a tendance à s'émanciper de. Je pense pas que historique et le réalisme d'un gameplay, ça soit contradictoire, tu vois. Enfin, on peut être rapide on peut avoir un truc ultra fun dans un truc très réaliste à mon avis. Ouais. Après, c'est vrai que c'est ça, le truc pour avoir visité les locaux de Warhorse Studio à Prague, c'est qu'ils sont vraiment dans une démarche un peu jusqu'au boutiste, quoi. Tu vois, en te disant, eh ben non, le village, tu mettais 3 heures à y aller à pied, bah tu vas mettre 3 heures, tu vois. Bon, d'accord.
Ok, on va faire comme ça. En tout cas, ce qui est intéressant avec Assassin's Creed, c'est justement que il joue vachement avec cette histoire. J'avais eu l'occasion de rencontrer le DA d'Origins, Raphaël Lacoste. Suivez-le sur Instagram d'ailleurs, hein, pour ceux qui nous regardent, c'est vraiment incroyable ce que Raphaël Lacoste fait. Et il me disait, bah ouais, on était confrontés à certains problèmes parce que bah, on arrive devant un temple, c'est génial, c'est beau, mais quand tu le rends dans le jeu, t'as l'impression que bah, les colonnes sont toutes petites ou voilà, et du coup on a eu le parti pris de se dire bon vas-y on fait un x2, on fait un voilà, et puis on va essayer de retranscrire l'effet waouh que quelqu'un pouvait avoir à l'époque, puisqu'aujourd'hui tout est un peu plus écrasé. Et il y avait ces choix-là qui sont pris, vous, en tant que justement tous les deux DA sur vos projets, ce genre de choix c'est difficile à faire, de se dire bon là il va falloir que on avait pensé le faire comme ça mais ça rend pas bien, il va falloir qu'on prenne des décisions un peu impactantes qui peut-être vont modifier le ressenti du jeu. Non, je sais pas. Enfin, je sais pas si c'est vraiment difficile. En vrai, en fait, ça dépend du temps qui te reste, ça va dépendre de l'équipe, tout ça. Quand t'es dans des petits projets, quand ça marche pas, ça marche pas. Au bout d'un moment, si ça transmet pas ce que tu veux, bah tu t'es foiré, tu recommences. C'est comme ça, mais effectivement, ça peut être très compliqué quand quand tu es dans des très grosses prods et que tu as des dates et que ça doit être livré à tant, et si une séquence marche pas, elle marche pas. Après, j'ai jamais travaillé perso moi sur ce genre de production, donc je sais pas trop comment ça se passe, mais c'est vrai que là, sur les productions qu'on fait en ce moment, si un truc marche pas, bah, on le refait, quoi, et quitte à, si c'est dans un contexte historique, un peu modifié, quoi. Puis au final, tu produis un jeu, hein, tu produis pas une archive historique Il de y a aussi comment ça. c'était et tu dois juste te poser la question de est-ce que c'est cohérent avec ton jeu, même si les colonnes elles sont en x2, est-ce que c'est cohérent avec ton jeu et pas est-ce que c'est cohérent avec la période? La période, c'est une source d'inspiration, c'est une alimentation. Oui, bah Je pense. c'est évident. C'est évident, moi en tout cas, c'est comme ça que je le vois aussi. Et d'ailleurs, c'était rigolo parce que sur Assassin's Creed, alors j'ai eu l'occasion de bosser sur Origins, en fait, sur les trois qui sont passés jusqu'à Valhalla. Et à chaque fois, j'ai eu l'impression que c'était la même chose. Il y a toujours une espèce de combat entre l'équipe marketing qui te dit tu vas revivre l'histoire et les techos qui sont derrière qui dit. Ouais, on va quand même beaucoup jouer avec l'histoire. On va peut-être pas faire un cours d'histoire, mais derrière, enfin, il y a deux visions qui s'affrontent en interne, quoi. Quand vous avez pitché le jeu, justement, il y a eu quand même eu cette légère différence, quand même, ou pas? Non, pas du tout. Non, c'était Non, un on hack and était sur des slash, on petites pouvait prods tout quand faire. même. Je pense que le fait d'être sur des petites productions en équipe, il y a une communication qui se fait quand même beaucoup plus facilement. Et du coup, on n'était pas trop confrontés à ce genre de problème. D'ailleurs, vous avez utilisé quel type de ressources, justement, pour fouiller, pour savoir sur quel matériau graphique travailler ou autre? Moi, je me suis pas mal inspiré de ce livre avec des. On va le voir à la caméra au bout d'un moment. Ne Un bouge plus, il y a jour, marqué Gilgamesh. L'histoire de L'histoire. ouais, voilà. Gilgamesh. L'histoire de Gilgamesh avec des illustrations de Hassan Massoudi. Donc, c'est un calligraphe. Je sais plus d'où il vient exactement, mais du coup, enfin, moi, je me suis inspiré de ces formes-là pour tout ce qui était calligraphie. C'était une grosse source d'inspiration, et en plus, c'était le récit de Gilgamesh qui est cohérent avec notre univers. Bon, on imagine que c'était quand même peut-être plus simple sur le Japon, Vincent. Ouais, ouais. Beaucoup plus, surtout comme on avait Benoît qui est vraiment fan du Japon et qui connaissait beaucoup, bah lui, il nous a sorti des condensés et on savait où on allait. Et puis oui, il y a beaucoup plus. Enfin, je sais pas s'il y a beaucoup plus vraiment de documentation, mais en tout cas, c'était plus simple d'avoir des détails. Et il y a beaucoup plus de films. Enfin non, peut-être pas en fait. Mais en tout cas, c'était plus simple. Par exemple, pour les films historiques de Kurosawa, c'était plus simple d'aller chercher un réal japonais qu'un réal mésopotamien, pour le coup. Parce que du coup, tu vois, j'imagine, Vincent, que sur un jeu comme ça où on se dit bah on va prendre le Japon comme toile de fond, alors peut-être que c'est plus facile en termes d'iconographie ou de recherche ou de voilà, mais est-ce qu'il n'y a pas forcément un piège parce que on cherche pas à être justement fidèle à l'histoire mais à créer un univers, mais est-ce qu'il n'y a pas la tentation de plus s'inspirer
de la représentation du Japon dans la culture pop que du Japon en tant que tel. Ah mais bien sûr que si, je peux te dire, les portes Tori, il y en a dans le jeu, hein. Dès qu'on a pu mettre des trucs clichés, on le mettait aussi, parce que c'était ce qui nous faisait kiffer, quoi. À ce moment-là, si, c'est un piège. Enfin, c'est un piège, parce que c'est vraiment un piège. Ça dépend de ce qu'on veut transmettre, si on veut être historique ou pas. Ouais, mais c'est vrai qu'en les premières images que j'ai vues du jeu, tout de suite j'ai eu tu vois, des mangas un peu, ou même du Samurai Champloo, des trucs comme ça qui sont vus. Je me Ouais. suis dit, ah tiens, ça sniffe un peu quand même le manga, la pop culture. Ah oui, complètement, complètement. Est-ce que vous, à titre perso, vous avez un jeu qui vous a un petit peu marqué comme ça, qui utilise l'histoire pour sa trame de fond? C'est pas un jeu qui m'a marqué, mais c'est un jeu qui va sortir. Humankind m'attire terriblement pour sa réinterprétation de l'histoire et le fait qu'on puisse mixer l'histoire. Je sais pas si vous voyez. C'est développé par Sega, il me semble. Humankind. Je peux t'envoyer le lien. Ah, c'est Amplitude En- Studio, Humankind. Ouais, c'est ça. Le trailer m'avait bien séduit. Ouais, ça a été montré il y a très récemment. D'accord, Une sorte de civilisation. Alors moi, je joue pas trop à Mm. civilisation ou quoi, donc, mais avec la promesse de pouvoir réinterpréter l'histoire comme on en a envie, quoi. Si on veut faire gagner quelqu'un d'autre pendant une guerre, on peut le faire. Enfin, ça a l'air très. Le trailer m'avait bien accroché. Pour le coup, j'avais bien envie d'essayer ça. il y avait déjà quelques jeux comme ça en mode uchronie un peu à la Heart of Iron par exemple. Et toi Vincent, t'as pas de... Si, ben moi en fait en vrai, très franchement, c'est Assassin's Creed qui m'a fait vraiment kiffer je crois que j'ai commencé avec le 1 ou Révélation. Et c'était ouais, j'adore tout ce qui est film, La Momie, les Indiana Jones, tout ça. Et pouvoir voir pareil une histoire très fantasmée, et où on va réutiliser des codes avec des symboles qui sont cachés, tout ça. Moi c'est ça que j'ai vraiment aimé dans Assassin's Creed, et c'est ça qui fait que je suis encore la série, j'y joue plus, mais je suis quand même toujours, bien sûr, les époques pour voir quelles sont les personnalités, quels sont les petits détails qu'ils ont repris, tout ça, je trouve ça très cool. Ouais, il y a un jeu là dans le chat, quelqu'un le dit, Kekbi, qui parle de World of Warcraft. Et c'est vrai que moi qui étais joueur de World of Warcraft pendant des années, d'un point de vue histo ou mythologie, c'est aussi une mine Ah, absolue. ça, Et il se réapproprie énormément l'histoire et la ouais. mythologie à travers toutes les extensions, dans toutes les zones géographiques. Il y a toujours un petit peu d'histoire, toujours un petit peu de mythologie à chaque coin de forêt. Et c'est vraiment hyper agréable. Si un jour on y consacre un épisode, bah ça sera pas un épisode, hein, ce sera une chaîne YouTube. parce que, voilà, parce que c'est vrai que c'est intense. C'est vaste. C'est vrai. Est-ce que alors je vous propose d'élargir un petit peu ça. Alors cette formation en 3 ans que vous avez fait à l'ETPA, au final, elle vous a amené à quoi? Alors, en gros, à l'issue de nos 3 ans, on devait trouver un stage. Et du coup, je suis allé dans une boîte qui s'occupait. Enfin, ça m'a attiré parce que c'était de la réalité virtuelle. Et en gros, elle s'occupait de rééducation de gens qui avaient des troubles de l'équilibre en réalité virtuelle ou à travers des jeux. Et du coup, j'ai dû prototyper plusieurs jeux, plusieurs expériences pour aider dans ces exercices de rééducation. Donc cette boîte, en fait, elle a une plateforme, une sorte de balance qui permet de récupérer toutes les données sur les troubles de l'équilibre. Et c'est à travers cette balance enfin, c'est cette balance qui me servait de contrôleur. Et à l'issue de ce stage, j'ai été engagé quelques mois. Et finalement, je suis allé dans une autre boîte à Montpellier, où je suis, qui s'appelle KICO, et je bosse encore là-bas. Et eux, ils sont toujours dans le médical et la réalité virtuelle, mais dans l'hypnose médicale. C'est-à-dire qu'en gros, l'hypnose, déjà l'hypnose, pour le chat et tout, c'est pas Mesmer, c'est pas tu dors et les gens ils dorment. L'hypnose, c'est du détournement d'attention. En gros, c'est un peu comme quand on est en voiture ou à pied et qu'on a fait le trajet, qu'on est devant chez nous et on s'en est pas rendu compte. Et l'hypnose médicale, ça fait des années que c'est utilisé dans les hôpitaux. Il y a des hypnothérapeutes un peu partout. Et en fait, on a un des hypnothérapeutes avec lesquels on travaille qui a fait des thèses sur le lien entre hypnose médicale
Et, réalité virtuelle, il y a beaucoup d'analogies. Et du coup, l'idée, c'est qu'en gros, nous, on prototype des séances, qu'on appelle des séances, c'est des expériences en VR où on est plongé dans un monde complètement onirique, fantastique. Et il y a un hypnothérapeute qui va nous mettre en hypnose. Et en plus, comme on va être complètement en dissociation du réel, on va plus du tout percevoir ce qui se passe, on va être encore plus plongé et être dans un état immersif. Et l'idée, c'est de, en complément d'une anesthésie. C'est une solution non médicamenteuse. Et toi, Vincent, du coup, après l'école, ça s'est passé comment pour toi? Moi, du coup, j'ai fait un stage de 6 mois, du coup, chez Outers and Entertainment, où de base ils étaient deux. Et on est arrivé à deux de la promo. Et j'ai fait mon stage du coup sur la production de Seven Wonders Duel. Très bon jeu, au passage. Et en fait, bah, ça a collé direct, on s'était déjà rencontré avec l'équipe. Et en fait, on a continué, on a tout simplement évolué en fait au sein de la boîte. Et aujourd'hui, j'y suis encore. Et ouais, on a travaillé sur Seven Wonders aussi. Et là, voilà, un nouveau projet qui parle d'histoire, d'archéologie. Et voilà, enfin, en vrai, c'est pas plus compliqué que ça. Je me suis retrouvé dans une boîte où il y avait une ambiance cool, où on a tous créé de liens très forts et où on s'entend vraiment bien et où c'est vraiment bien, quoi, de travailler là-bas. Et voilà, j'y suis resté. Seven Wonders, nous demande Douadoir, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de société, voilà, développé par Mm. Asmodée, qui font beaucoup de jeux bien, voilà. De temps en temps, d'ailleurs, on en fait gagner sur Instagram des jeux Asmodée, alors suivez-nous, Nota Bene Movies, abonne-toi. Euh, euh, Globalement, alors, toi c'est un peu particulier Alexandre parce que c'est du jeu vidéo avec un applicatif médical, euh, donc pas une boîte entièrement dédiée sur le divertissement ou la production d'un truc qui va se vendre en masse quoi. Après, c'est quand même distribué, tu vois, à grande échelle, parce que ça touche pas mal d'hôpitaux, de cliniques. Ça touche quand même un public large. Ah oui, 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 bien sûr, c'était pas le sens de ma remarque, bien Non, entendu. c'est une précision. Comment ça se passe dans vos structures? Donc là, globalement, vous êtes des petites structures encore. Concrètement, comment ça se passe au jour le jour? Est-ce que c'est difficile quand on est dans des petites structures? Là, vous voyez où je veux en venir. On va progressivement en venir au milieu de l'industrie du jeu vidéo et de tout ce qu'il y a derrière. Dans ma première boîte, on était deux employés, il y avait un développeur, mais qui n'était pas sur l'aspect jeu vidéo, et moi. Et c'était horrible. J'étais dans une cave. Après, les horaires étaient parfaits. Enfin, j'avais des horaires adaptés, respectés. Mais c'est juste que j'étais entre le patron et sa femme qui se disputaient à longueur de journée et qui me prenaient à partie pour savoir qui avait raison dans leur dispute de couple. Ah, C'était c'est pas pas très mal. agréable. Ah, super. Ouais. Et par contre, dans ma nouvelle boîte, le climat, il est top. C'est que des potes. C'est vraiment esprit famille. Mon patron, je l'ai rencontré sur PUBG. Et, donc, et là, ouais, on essaye de respecter nos horaires tant bien que mal parce que c'est quand même un métier de passion. Et c'est vrai que c'est quand même dur de respecter ses horaires. Mais on les adapte, hein, en gros. Quand on respecte pas nos heures, on essaye d'arriver quand même plus tard le lendemain. Et, euh, sinon, ouais, c'est trop cool. C'est probablement. Pour le coup, nous, comment ça se passe? C'est on a des horaires fixes pour le départ et l'arrivée. Mais en gros, l'objectif, c'est que la livraison soit bonne. Donc après, on est plutôt tranquille hein, quand même. Nous, on travaille très tranquille, on travaille tous ensemble. On est quatre. Aujourd'hui, on sera bientôt plus là d'ici quelques mois, mais pour le moment, on est quatre. Et comment ça marche une production? C'est on échange tous parce qu'on a tous des spécialités, tous des références ou un œil différent sur la vision qu'on a des projets. Et on échange vraiment tous beaucoup parce qu'on est dans une pièce où tout le monde voit les écrans de tout le monde. Du coup, il y a tout le temps plein d'idées qui fusent. Et la petite particularité qui est très cool, c'est que le vendredi, en général, le vendredi après, on en profite pour jouer à des jeux de société pour découvrir un peu de nouveaux jeux et ou à des jeux vidéo et c'est ce qui nous permet d'avoir ce côté famille en fait qu'on a vraiment au sein de la boîte où bah ouais on est tous des potes quoi. Ouais, ça, c'est oui, plutôt détente, c'est plutôt cool. Oui, non, c'est vraiment génial. Enfin,
pas de soucis en termes d'ambiance ou de quoi que ce soit. C'est un vrai plaisir d'aller au taf tous les jours. J'avais la chance dans mon ancien boulot aussi de. Alors, bien évidemment, quand il y a des périodes de rush, bon, on pouvait pas le faire, Oui, non, mais mais c'est souvent le ça. vendredi après-midi, on louait carrément un studio de Zik et en fait, on était 7 dans la boîte, 6 dans la boîte et on fonçait tous au studio de Zik et on faisait tous de la Zik le vendredi après-midi. C'était plutôt cool, hein, ça avait une bonne ambiance. Ouais, si je vous pose cette question-là, c'est parce que forcément, on le sait, ces dernières années, il y a eu beaucoup de shitstorm aussi dans le milieu de l'industrie. On a vu des gros acteurs du jeu vidéo qui sortaient des très gros jeux et qui étaient dans des rushs de ouf, qui mettaient la pression sur les équipes. Qu'est-ce que vous avez à en dire de ça? Est-ce que ça vous a pas fait peur aussi quand vous étiez étudiant de vous dire merde, peut-être que je vais me retrouver confronté à ce genre de problématique aussi? Et d'ailleurs là il y a un dossier qui est sorti chez Gamecult et une autre d'ailleurs enquête chez Libération, c'est vraiment deux enquêtes distinctes qui sont sorties au même moment. Alors celle de Gamecult je crois est en 3 volets, je sais pas celle de Libération. Le premier volet est sorti et il est dédié justement aux écoles de jeux vidéo où dans ce dossier ils font part du fait que souvent dans les écoles on inculque un peu cette habitude ouais, de rusher quoi, de rusher comme des cochons pour finir dans les temps et que finalement cette pression est un petit peu normalisée. Est-ce que vous avez ressenti ça est-ce que vous aviez peur de ça aussi en vous engageant dans ce milieu? Déjà, en fait, moi, j'avais pas forcément peur de ça, mais je suis quand même un peu soucieux d'avoir du temps libre. À la base, avant de faire le TPA, j'avais envisagé une autre école qui était sensiblement la même formation, c'était à Vancouver, mais au lieu d'être en 3 ans, c'était en 1 an et j'ai choisi de pas la faire parce que c'était une école où tu dormais pas, quoi. Et au final, bon, à l'ETPA, vraiment, c'était enfin, des horaires, hein, ça reste une école, donc il y avait pas trop cette culture du crunch. Même au contraire, hein, les profs, ils nous ont souvent avertis, de faire attention à ça. Mm. Là, je cherchais des assets d'Abadi justement, pour le live et je suis retombé sur un planning avec des horaires et tout qu'on avait fait. Je m'en souvenais même pas. Bon, il était pas terrible le planning, mais il était existant, quoi. Et après, en fait, le truc, c'est que souvent, et c'est ce que je vois aussi dans les articles, hein, pas forcément ceux-là sur les écoles, mais par exemple sur les crunchs, chez CD Projekt Red ou chez Naughty Dog, c'est que, un peu tendance à oublier que c'est un métier de passion et que les crunchs, des fois, ils viennent un peu trop des employés et que c'est vraiment au patron de mettre en garde contre ça. Que le patron, il a tout à y gagner aussi de pas en mettre en garde contre, les crunchs. En fait, et à un moment, on s'investit dans le projet, tu vois? On aime tous le jeu vidéo et on a juste envie d'être à fond dessus, quoi. Tu kiffes ce que tu fais et tu as pas envie de t'arrêter et c'est ça, en fait, un peu la difficulté de notre métier. C'est le côté passionné et c'est aussi le côté, enfin, pour ma part, en tout cas, je peux parler au nom de tous les gens qui sont un peu artistiques, mais quand tu es un peu artistique, tu as aussi le côté de l'inspiration où, bah, tu as des moments, tu as un peu le syndrome de la page blanche, puis au bout d'un moment, tu es complètement inspiré et tu as envie de passer 3 jours sur ton projet et tu as pas envie de t'arrêter, quoi et en tout cas, au sein de l'école, on nous a toujours mis en garde, contre la culture du crunch, enfin, mais après, c'est un peu inhérent à notre métier, en fait. C'est là où c'est la grande difficulté et c'est là d'où viennent tous les problèmes. Pour le coup, moi, je vais parler essentiellement de ce que j'ai vécu parce que j'ai jamais vécu ça. Donc, je peux pas vraiment te dire, en fait, beaucoup de choses par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, à l'école, il y a des moments où, oui, en fait, ça dépend ce que tu appelles du crunch. Si c'est, t'as envie de finir ton projet parce que tu dois le finir et que sinon, c'est la mort, tu vas te faire pourrir. Ouais, ça là, c'est pas très cool, mais si par contre, moi je me souviens de soirées qu'on avait fait à Akuma, on avait négocié pour finir à 22h30 à l'école, et les cours finissaient à 18h, et de 18h à 22h30, on avait accès à notre salle. Et là, on était vraiment dans une ambiance cool, quoi. On était entre nous, on avait mangé ensemble, on avait bu une bière, et puis c'était reparti, quoi. On était entre potes, en train de continuer à travailler. Donc après, ouais, c'est métier passion ne veut pas forcément dire crunch, par contre.
mais un métier passion veut dire du temps. Ça veut dire qu'on a envie de travailler dessus, que on pense qu'à ça. Et voilà, après, voilà, à l'école, ces fameuses soirées à 22h30, c'est pas les profs qui nous ont dit on veut 3 niveaux, on veut 5 ennemis différents, vous faites un hack and slash, vous mettez un boss de fin avec des cinématiques. Non, c'est nous qui nous sommes mis ça et on a décidé d'aller dedans. Après, ça dépend aussi des équipes, ça va dépendre de tout ça. Je sais qu'au boulot, du coup, c'est un truc qu'on évite le plus possible. En même temps, après, on est quatre, on peut se parler, on a une très bonne cohésion, et les seuls crunchs en fait qui ne sont pas des crunchs qui existent, ça va être au moment où on a des livraisons. Et en fait, on va juste faire des week-ends où on va travailler parce qu'il faut livrer, et on va rattraper nos jours après, quoi. Ouais, mais ça, c'est après, c'est aussi le dans le cadre de PME, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de secteurs où ça se passe comme ça aussi, où tu es obligé de cravacher. Mais c'est vrai que souvent on peut être tenté de se dire qu'il y a quand même une couille dans le pâté, vulgairement, quand on voit des très grosses structures Ouais. qui sortent des jeux et où il y a des doses qui sortent qui sont quand même Ah oui, tendues, quoi. Ouais, après, sur les blancs. Après, enfin, je sais que en général, quand on crée les plannings, on prend justement le temps de. Enfin, j'ai pas la solution miracle, hein, loin de là, mais je sais que nous, la manière dont on fonctionne, c'est qu'on prend le temps de faire les choses, et du coup, le planning prend en compte ce temps-là. On n'est pas sur des trucs débiles à base de il faut être livré pour hier, quoi. On évite un maximum ça. Après, de toute façon, c'est toujours compliqué, comme vous le dites, hein, métier Hmm. passion. Enfin, moi, j'ai pas envie de tout ramener à moi à chaque fois, mais en fait, dans l'audiovisuel, c'est un peu les mêmes problématiques. C'est des métiers passion aussi, et c'est très très dur Ouais. de se cadrer là-dessus. Et si Kali est dans les parages, qui travaille avec moi, ou je ne sais pas, elle pourra le confirmer. Elle est souvent en train de cravacher tous les gens qui travaillent pour Nota Bene pour leur dire. Je vous rappelle que vous n'avez pas pris vos vacances. Alors prenez vos vacances s'il vous plaît. C'est important ça. Voilà, c'est dur, hein, voilà. Et puis des fois, il y a même Karl qui est modo ce soir, je suis en train de jouer à Sea of Thief et il se pointe à 1h du matin en disant oui alors voilà le live de demain. Mais je suis, oh arrête de bosser, il est 1h du matin. Voilà, donc c'est compliqué aussi quand on a une petite structure parfois de se cadrer. Mais il est vrai que il y a beaucoup de grosses boîtes qui ont pris cette Hmm. habitude-là et c'est dommage. Je pense Ouais. que tout ça va se structurer aussi et c'est grâce à des papiers comme ce que fait Libération Gamecult que les choses vont avancer aussi et que les choses vont s'assainir, je l'espère. Après, on a eu quelques témoignages là, dans le chat de personnes qui ont dit qui ont fait des écoles d'informatique par exemple et que Hmm. dès les premiers cours, on leur disait si vous êtes ici en espérant avoir une vie de famille à côté, vous pouvez vous barrer. Voilà, c'est effectivement ce genre de comportement qu'il faut éviter quoi. Un autre sujet d'ailleurs un peu touchy dans le jeu vidéo. Ça reste un milieu quand même relativement beaucoup masculin. Qu'est-ce Hmm. que vous avez à en dire de ça? Est-ce que vous l'avez vu constater aussi? Est-ce que vous avez vu les choses évoluer peut-être sur ces quelques dernières années? Moi, j'avais cru à une évolution au moment où j'étais dans ma pro, parce qu'on était à 24 élèves en troisième année, quelque chose comme ça. Et il y avait 8 filles. Et, du coup, il y avait un peu d'espoir. Mais dès les promos après, il y avait beaucoup moins de filles. Ouais, nous on avait Ouais. 3 ou 4 filles, je crois. Vous l'expliquez ça vous ou... Bah, pas forcément. En vrai, j'ai eu beaucoup de discussions avec justement des potes par rapport à ça, et dont une pote qui joue pas du tout aux jeux vidéo. Et du coup, on essaie de trouver pourquoi. Et pour le coup, bah, on n'a pas de réponse. On sait pas du tout. Ça s'est fait comme ça. Au final, elle et son frère ont eu Tomb Raider en même temps. Ben, au final, c'est son frère qui a gardé Tomb Raider. Donc là-dessus, ouais, j'avoue que je sais pas, j'ai pas de réponse. On rappelle quand même le site de womeningamesfrance.org, qui est une asso qui promeut justement la mixité dans l'industrie du jeu vidéo. C'est toujours utile d'aller s'intéresser un petit peu à leur taf. Là, on a Lafont qui dit on a 8 filles dans ma promo cette année. ETP à Toulouse, 12 en première année, c'est ça Rocky qui nous dit. Donc c'est bien.
Voilà. Et vous avez eu ça à l'époque où vous étiez à l'ETPA, vous avez la sensation qu'il y avait que ce genre de questions a été prise en compte quand même, ou pas du tout, c'était pas encore dans une réflexion pédago. Si, si, c'est pris en compte. Je pense que même dans les inscriptions, ils favorisent quand même les profils féminins parce que c'est trop absent et il en faut plus dans l'industrie, ne serait-ce que pour avoir des visions différentes et intéressantes. Enfin, on peut pas avoir que des visions masculines dans la discipline. C'est impossible. Donc Tout ouais, à je fait. pense que c'est un peu favorisé dans la sélection. Alors, très franchement, moi je sais pas du tout. Et je t'avoue que quand j'étais à l'école, je me suis pas posé la question du tout. Je fonçais quoi. On a des élèves de l'ETPA là, parce que, alors justement, il y a quelqu'un qui nous dit première année Toulouse, 12 filles, deuxième année, il y en a 5, quelqu'un qui est à Montpellier à l'ETPA, parce qu'il y a plusieurs pôles, qui dit 22 garçons, une fille. Bon, là, c'est pas de bol. Mais c'est vrai que bon, les choses évoluent, il y a de plus en plus de femmes qui rejoignent le jeu vidéo. On espère que dans les années à venir, tous ces articles qui sont sortis vont faire progresser un petit peu tout ça, et que les sales affaires qu'il y a pu avoir vont un peu assainir le milieu, comme il faudrait parfois que ça s'améliore aussi dans le cinoche ou l'audiovisuel, hein, parce que audiovisuel, moi je peux dire que j'ai fait option image, donc spécialisé dans le cadre notamment, et les caméras, et le truc que certains profs osaient dire aux filles, c'est ah mais les caméras et les lumières c'est un peu lourd, hein, quand même. Donc c'est vrai que Yes, c'était bonne voilà, ambiance. ça fait toujours plaisir quand tu débarques dans une promo et que tu te prends ça dans la tronche. Oui, à la base, pourquoi avoir choisi justement le TPA? Alors Alexandre, tu nous disais toi que tu avais failli aller dans une autre école, mais qui était sur un cursus 1 an. C'est vraiment justement cette multiplicité des approches qui vous a convaincu, ou il y avait autre chose? Ouais, comme j'ai dit, la pluralité de la formation, d'avoir tous les aspects du jeu vidéo et le fait que ça soit un rythme normal, quoi. L'autre école, leur promo, c'était être game designer, c'est être 75% caféine, 25% humain, un truc comme ça. Ah oui, ça mettait dans l'ambiance. Ouais, Ok. Pour le coup, moi ça s'est fait assez simplement. C'est en BTS du coup, un des potes avec qui on avait fait ce jeu, on s'est dit bah allez on va continuer dans les jeux et on était sur Toulouse et du coup bah l'école était à Toulouse, on a vu ça, on a dit let's go. Voilà. Et en plus il y avait le côté pluridisciplinaire qui nous intéressait parce qu'à l'époque plein de rêves, nous voulions faire notre studio à nous, bien sûr, mais voilà quoi, ça permettait effectivement d'avoir ça Bah c'est cool aussi. d'avoir ce genre de rêve. Oui, oh bien sûr. Ça stimule. En tout cas, alors une des spécificités de l'école, parce que je vous rappelle, hein, ce live est en partenariat avec le TPA, donc c'est pour ça qu'on insiste spécifiquement sur le TPA aussi, parce que c'est notre référence là pour bosser, mais il y a d'autres écoles qui peuvent avoir ce genre d'approche aussi, j'imagine, même si là ça reste quand même une grosse école. L'avantage, a priori, de l'école, c'est quand même que les profs travaillent dans le game, quoi. Les profs, ils changent suivant les promos, donc on peut pas parler pour les promos actuelles ou quoi. Moi, je sais que vraiment j'ai eu de la chance sur le corps enseignant que j'ai eu, il était parfait, hein. J'ai eu des gens qui ont de la bouteille, qui savaient bien enseigner et qui étaient vraiment intelligents. Et après, du coup, je peux pas parler au nom de même tous les ETPA ou toutes les autres écoles. Je sais pas du tout. Le cursus, il dépend vachement des profs quand même. Hmm. C'est un peu difficile de savoir pour ça, quoi. Pour le coup, moi j'étais 1 an après Alex et on a eu les mêmes profs et ouais, c'était ça qui était assez cool, c'est qu'on avait des gens qui travaillaient à côté quoi. Du coup, ils avaient eu des contraintes techniques ou certaines questions auxquelles ils pouvaient Mmh. mieux répondre que si ça avait été lu dans un livre. Ils étaient vraiment confrontés à la réalité, de l'industrie et de ces aspects. Puis même c'est un truc qu'on nous a un peu rabâché pendant nos études, mais le monde du jeu vidéo, c'est un village où tout le monde se connaît et le Bien ça fait oui. qu'eux, ils étaient déjà inscrits dans cet univers, ça nous permet déjà, nous aussi, de s'inscrire dans cet univers. C'est clair, et puis je veux dire, c'est en étant avec des gens qui sont déjà sur le terrain que tu peux avoir une vision concrète de ce
à quoi va servir ce que tu apprends, quoi. Et c'est vrai que quand j'étais en BTS audiovisuel, moi perso, je l'ai vu, j'ai des profs qui étaient vraiment terrain et j'en ai d'autres qui étaient vraiment théoriques, quoi. Et les trucs théoriques, on apprenait des trucs qui nous ont jamais servi par la suite, quoi, tu vois. Alors que des profs qui travaillaient dedans, ils disaient bon, alors en principe, là, dans le programme, je vais vous faire ça, mais franchement, vous en foutez. On va faire autre chose parce qu'en ce moment, c'est ça qui se passe, quoi. Justement, il y a quelqu'un qui posait une question en disant mais est-ce que vous pensez vraiment qu'une école c'est indispensable pour travailler dans le jeu vidéo ou est-ce qu'on peut y aller en autodidacte? En fait, faut pas voir l'école comme c'est l'école qui a toutes les clés et tout. L'école, c'est un facilitateur. L'école, tu vas, en fait, plutôt que de chercher pendant 1 heure sur Internet comment faire un truc, bah, tu vas aller voir ton prof, tu vas lui poser la question. Comme il est déjà tombé dans le panneau, il va te dire, fais comme ça. Faut plus le voir comme ça, en fait. Oui, après, en autodidacte, en fait, un truc que j'aime beaucoup avec les métiers de l'art et notre métier en particulier, c'est que ça va dépendre des boîtes, hein, bien sûr, mais souvent, les boîtes s'en fichent de quelle école tu viens, ils veulent voir ce que tu veux faire. Donc quand tu veux être concept artiste, tu vas arriver avec un book. Si tu sors d'une ville paumée où il y a que toi qui as dessiné et que tu as appris toi-même, bah, si tu as un coup de crayon et que ça convient à la boîte, bah, ils peuvent te prendre plutôt que quelqu'un qui a fait une grande école mais qui sait rien faire, quoi. Ah, je me suis demandé pendant un long moment quand même au début des études si en indé j'aurais pas autant appris qu'à l'école. Surtout que comme j'avais déjà fait une formation de beaux-arts et que tout le monde n'est pas équivalent au début, il y avait beaucoup de choses qui étaient redondantes ou que je trouvais faciles. Enfin, je tournais un peu en rond et l'école est payante en plus, donc tu te dis: «Est-ce que j'ai bien fait d'investir de l'argent là-dedans?» Et au final, au fur et à mesure, c'est plus vers la deuxième, troisième année que tu te rends compte de la richesse parce que déjà, il y a ce côté village dont je parlais où tu te fais des relations et en plus, tu vois qu'il y a quand même une richesse d'être, qu'avec des gens de cet univers, que tu trouves pas en autodidacte. Et après, l'aspect autodidacte, il est réalisable quand même. Il y a des exemples et même au sein de l'école, par exemple, on a appris à coder à l'école. Moi, j'étais pas très, très fan de la personne qui nous a enseigné le code, mais heu, aussi génial soit-il, hein. Mais du coup, j'ai beaucoup appris le code, en autodidacte, plus qu'à travers ce professeur et ouais, c'est je pense que, ça dépend aussi de son profil, de sa motivation. Il y a plein de Mm. difficultés en autodidacte. Le l'école facilite quand même grandement la tâche. Et puis t'as le côté réseau aussi de l'école, Mais comme il ouais, disait, là, le côté village, bah, au final, là, de la promo, il y en a beaucoup, c'est des potes qui sont dans d'autres studios, et au final, bah, tous nos potes d'études sont peut-être nos employeurs plus tard, ou peut-être nos employés, ou peut-être simplement des collègues, quoi. mais tu vois j'ai le contre-exemple à l'école. Autant j'ai adoré l'école, moi je Mm. recommande, après ça dépend des profs comme je le dis, mais j'ai le contre-exemple sur la personne autodidacte. Il y avait un mec, sur une promo, précédente qui a été viré pendant la première année parce qu'il avait un comportement de merde mais par contre le mec il en voulait de ouf, il en voulait au final, il s'est battu pour rentrer à Ubisoft. Il a commencé au plus bas en étant playtesteur, mais en montrant qu'il connaissait vachement bien techniquement, chaque bug, tu vois, il disait: «Bah, ça vient probablement de ça», tu vois? Il montrait qu'il était très technique, ça intéressait les profils et très vite, il a gravi les échelons et ils ont carrément créé un poste pour lui qui n'existait pas, avant à Ubisoft c'est un peu success story, mais quand tu as envie de te battre et tu as pas forcément besoin de l'école. Si tu as du mordant, let's go. Ouais, disons que ça reste, encore une fois comme un peu le milieu de l'audiovisuel où faut faire tes preuves quand même. Et comme le dit Vincent, l'école ça te permet d'avoir un bon pied déjà dans le réseau et dans le fait de travailler en équipe. Parce que c'est vrai qu'autodidacte, il y a toujours le risque de s'enfermer aussi dans un mode de fonctionnement qui correspond peut-être pas à celui de l'entreprise en général. Tu vois, où moi je sais qu'il y avait des trucs où je m'étais formé et puis quand je suis arrivé dans l'entreprise, je me suis aperçu que c'était une plus-value parce que voilà, ça apportait un vrai truc et personne savait le faire. Et puis d'autres trucs où je m'étais formé mais pas comme il fallait. Et donc il a fallu que je désapprenne ce que j'avais appris. Donc c'était compliqué.
On a quelques questions du chat, alors qui parfois sont peut-être un peu spécifiques, donc à vous de voir si vous vous sentez de répondre ou pas. On a par exemple Chess Bathory qui nous dit qu'il est linguiste et qui travaille actuellement sur la reconnaissance vocale. Est-ce qu'à votre avis c'est trop utopique de vouloir travailler dans le jeu vidéo? Reconnaissance vocale, je sais pas, mais linguiste, oui, bien sûr. Le jeu vidéo, c'est un peu sa grande qualité, c'est que c'est comme le cinéma. Tu peux prendre de n'importe qui, tirer tes expériences de n'importe qui, et ils peuvent t'aider. Si tu fais un jeu sur le jardinage, bah, tu peux aller toper ton pote jardinier et il va venir t'aider sur le jeu, quoi. C'est clair que tous les métiers peuvent être inscrits au métier du jeu vidéo. Enfin, nous, quand on cherchait notre stage, nos profs, enfin, j'ai un prof en particulier, dédicace à Deschamps, qui disait allez faire votre stage dans une boulangerie, vous leur dites bah, moi j'ai un projet pour gamifier votre boulangerie et que vous vendiez plus de croissants et let's go quoi. je, je- je veux voir ça. On a JeuxI et Norticus qui ont une question qui s'adresse sûrement à toi, plutôt Alexandre, sur la VR. Où est-ce que ça en est aujourd'hui, les jeux en réalité virtuelle, et est-ce que tu penses que le milieu médical c'est cool comme milieu pour commencer à bosser dans la VR? Moi je suis rentré dans le milieu médical. En fait, il y a quand même pas mal de sociétés pour avoir un bon aperçu de la concurrence qui sont en réalité virtuelle. Donc ouais, il doit y avoir de la place quand même en VR et en médical. Après, sinon, la VR, ça cartonne, let's go, quoi. Il y a pas de souci. Si vous avez pas si vous avez pas de problème d'oreille interne, allez-y. Il y a pas que Beat Saber, il y a plein Mais d'autres trucs. et commencez pas avec des trucs de merde qui vont vous dégoûter, dès le début de la VR et avoir des gros a priori dessus. Exutus, un jeu en VR fait par la promo juste après celle de Vincent, très cool, allez voir ça. Ouais, j'ai eu l'occasion d'être, membre du jury, sur leur promo, et il était bien cool. C'est quoi, ça parle de quoi? C'est le Réalisé super-héros, par la si promo. je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, inspiré des super-héros. Mais, où tu, donnais des coups de poing, dans différents mondes, différents monstres qui venaient vers toi. Mais ouais, très cathartique, je sais pas. Est-ce que, selon vous, on peut peut-être se recycler dans le jeu vidéo quand on a 16 ans d'expérience dans l'informatique de gestion? Très précis, c'est... En gros, pourquoi pas. Là, je vais parler du coup de Benoît, qui était... bon, du coup, il a fait la formation, hein. Mais Benoît, alors si j'ai pas de bêtises, désolé Benoît si tu mates ça, il me semble qu'il avait 45 ans. Au moment de la formation, c'était un architecte de formation. Et bah, il a complètement fini sa formation et c'est le projet Akuma vient de lui et donc ouais, bien sûr, si t'aimes ça, il y a pas de souci. Enfin, moi en tout cas, je vois pas de souci par rapport à ça. Il est jamais trop tard, quoi. En tant que technicien du jeu vidéo, est-ce que vous préférez travailler dans des équipes réduites, ou est-ce que vous envisagez un jour de peut-être d'être... Est-ce que vous êtes attiré par des grosses productions, type justement Assassin's Creed, Red Dead Redemption, World of Warcraft, ce genre de choses? Moi, ça m'attirait énormément, les grosses prods, au moins pour tester. Heu et après, maintenant j'ai les retours, de tous mes potes à Ubisoft, tout ça. En plus à Montpellier. Montpellier, c'est une grosse ville de jeux vidéo. Donc, je connais pas mal de personnes qui sont dans des grosses structures. Ça m'attire beaucoup moins. Les problèmes qu'ils ont, ça a l'air d'être l'horreur. Ça m'attire plus, quoi. Là, je suis dans une petite boîte où c'est une famille, où tu vas boire des bières, dès que tu as envie et tout. C'est tellement plus agréable. En fait, je pense que le confort du travail, il est plus important que le que le projet, aussi gros Mm. soit-il, tu vois? En fait, c'est ton épanouissement, il est primordial. Ouais, pour le coup, je suis d'accord. Alors, ça m'attire toujours, hein, les gros projets, mais c'est la licence qui m'attire. Tu vois, tu me dis demain, ben ok, tu travailles sur le prochain God of War, ben ouais, carrément. Mais effectivement, je suis d'accord avec lui. C'est l'ambiance qui est vraiment primordiale et c'est comme c'est ta vie en fait, c'est ton métier. Si tu travailles sur God of War, mais que tous les jours c'est horrible,
tu vas pas aimer en fait travailler sur God of War. Donc autant faire des petits projets qui sont pas forcément God of War, mais où ouais, tu t'éclates, t'as la banane quand t'arrives au boulot et t'es content d'être avec tes collègues, avec tes potes là et de continuer à travailler, quoi. Ouais, attention, après, on dit pas que parce que c'est des grosses licences, forcément l'ambiance Ah est à non, chier au non. taf, hein, attention. Ah, Ouais, le chat nous fait pas dire ce qu'on n'a pas dit. Hein. Euh, mais oui, je comprends aussi le truc. Et puis, sans doute, quand t'es dans une petite équipe, t'as quand même plus l'impression que ton taf compte. Parce que, ah. bah, tu vois, t'es vraiment un maillon essentiel de la réussite du projet, quoi. Alors que c'est vrai que quand t'es dans une très grosse boîte, mais ça vaut dans le jeu vidéo ou ailleurs, tu te dis demain, bon, si je me fais têche, de toute façon, ils me remplacent. Et puis voilà, quoi. Je veux dire, c'est pas très compliqué pour eux de faire de la place au générique pour quelqu'un d'autre, quoi. Bah, ce qu'il y a d'assez cool dans les petites boîtes, c'est que tu as ce côté aventure à plusieurs. Aventure type tu fais ton donjon d'en haut, c'est à 5, bah tu vires un des 5, ça commence à être compliqué. Et tu as ce côté-là vraiment aventure où c'est tu accomplis quelque chose avec d'autres gens et c'est une grande épopée, quoi, en quelque sorte, c'est Mm. cool. Moi, ce que je kifferais par contre dans une grosse boîte, plus que en fait, l'aspect égotique ou je sais pas si ça dit, mais là, le côté égo, ouais, d'être sur une grosse licence, ça me moustillait énormément avant et maintenant beaucoup moins. Ce qui m'attire toujours dans une grosse boîte, c'est d'y aller pour me bourrer d'easter eggs leur jeu. À chaque fois, je suis là, les potes du bis, je leur dis, mais vas-y, glisse un petit easter egg et tout. Ils s'en rendront pas compte. Ouais, ça c'est la petite satisfaction. J'ai un copain qui est techos pour le cinéma. Alors je tairai le copain et je tairai le projet. Je ne dirai pas le nom du film, mais film à très gros budget, genre vraiment le film reconstitution historique, le truc a des millions, des très gros acteurs et tout. Et à un moment donné, t'as quelqu'un t'as un des héros qui meurt et en fait lui il était responsable de tous les FX sur son visage parce que le gars avait voilà des trucs sur son visage et le gars meurt et en fait quand il tombe au sol il dit c'était pas dans le cahier des charges et lui il dit putain numériquement quoi je vais lui faire dilater la pupille machin et tout pour que ça fasse un effet trop bien et tout quoi. Et donc il se tape son trip comme ça et puis il l'envoie et en fait ça a passé toutes les étapes de valide sans que personne le voit. Évidemment personne va regarder la pupille du gars quoi. Et du coup quand ça a été diffusé au cinéma il limite il se levait dans la salle en disant regardez c'est moi qui l'ai fait. Il était tout fier. C'est vrai que ça donne envie de pouvoir se lancer dans ces petits easter eggs. Mais on nous demande dans quelle situation économique se trouvent justement les petites boîtes quoi. Très prosaïquement, comment vous avez la thune pour le développement avant que le jeu sorte et comment les thunes rentrent sur des projets comme ça? Nous, dans notre Euh, société, on a des investisseurs qui sont, enfin, mon patron et le business developer font souvent des interventions pour montrer un peu le projet et du coup, il y a des entrepreneurs qui ont investi un peu dans le projet. Puis il y a des fonds d'aide hein, en Occitanie, tout ça. Ouais. Pour commencer, après, c'est les ventes qui prennent le relais au fur et à mesure. pour le coup, bah, c'est une grosse baston. Hein, le projet là qu'on va lancer, ça fait 1 an qu'on travaille pour avoir les aides, pour aller chercher tout ça. Mais en gros, la stratégie, c'est qu'on a deux activités, en quelque sorte. On va avoir le côté client, où on va avoir des productions clients classiques. Et à côté, on fait nos petits projets. Et après, c'est aller gratter ouais, les fonds d'aide, genre CNC, tout ça, pour pouvoir avoir l'argent. Et après, bah, c'est un pari. C'est tu fonces avec tes types, avec l'argent que tu as et tu livres ton projet, quoi. Ouais, donc c'est sûr que les petites structures, t'es vachement dépendant de ça aussi. Crowdfunding, vous, dans vos boîtes, il n'y a jamais eu Non. Non. Bon, après les crowdfunding, quand on voit ce qu'a donné Star Citizen, mais que le jeu est toujours pas sorti, hein. Aller jouer à Elite, c'est beaucoup mieux. Alors il y a quelqu'un qui pose la question en disant, ben moi j'ai pas mal de potes qui ont fait des écoles audiovisuelles. Et
quand ils sortent des écoles audiovisuelles, ils ont pas forcément de boulot derrière. Alors ça dépend quelle école, parce que honnêtement, certaines écoles bien cotées, hein, pour avoir connu, ça recrute pas mal après, mais c'est vrai qu'il y a certaines petites écoles, moi je me souviens, j'avais fait une boîte qui s'appelle Efficom, bon, on n'est pas beaucoup à avoir trouvé du taf derrière. Est-ce que c'est la même chose dans les formations de jeux vidéo? Est-ce que vous avez la sensation que dans vos camarades de promo, les gens globalement ont réussi à trouver du taf, ou est-ce que c'est un peu la misère? Moi, ma classe, elle a été quand même bien lotie pour trouver du travail. En gros, déjà, en fait, le truc qui a bien aidé, c'est qu'avec cette formation très polyvalente, en troisième année, on s'est tous axés vers la discipline qui nous plaisait le plus. Et on a construit notre CV autour de ce qui nous plaisait le plus. Et du coup, déjà, c'était beaucoup plus convaincant pour un employeur. Et du coup, on a un gros wall of glory où il y a au moins, là de tête, il y a 3 personnes qui sont parties chez Ubi. Il y a Ubi Annecy, Ubi Sofia et Ubi Montpellier, ouais. On a une camarade qui est partie chez Dantnod, un mec qui est parti chez Lego, parce qu'il fait des postes sur les jeux Lego. On en a quelques-uns qui sont devenus profs plus tard. J'en oublie, hein, c'est évident. Mais ouais, on a un beau Wall of Glory où, là, récemment, aujourd'hui d'ailleurs, la personne qui était chez Ubisoft Sofia, qui a bossé sur Assassin's Creed Valhalla, il a annoncé, Livio, s'il est là, dédicace à lui. Il a annoncé qu'il allait bosser chez Playground, les mecs qui font le nouveau Fable. Donc, ouais, c'est Oh, plutôt ah classe. ouais. Ouais, c'est vrai que c'est cool, hein. Il y a Sarah dans le chat, genre, oh mais stop les triple A, on veut du jeu indé. Si, j'ai une grosse dédicace sur il n'est pas dans ma promo, il est dans la promo d'Hoffman, mais Mathéo, qui est un de ses camarades, il a carrément fondé son studio à Toulouse et ils vont sortir leur jeu qui s'appelle maintenant Ashwalker. Ashwalker. Ouais, et qui est sur Steam, vous pouvez le wishlister. Il y a eu les trailers et tout. Ouais, t'as eu d'autres personnes, toi, Vincent, aussi dans ta promo qui ont réussi à. Ouais, bah du coup là, dans le studio, il y en a pas mal. Du coup, au final, bah ils ont fait leur studio, donc ils l'ont trouvé, le boulot. Et après, ouais, on a quand même eu des gens qui ont fait des passages chez Popcorn FX, ceux qui font des logiciels d'effets spéciaux pour le jeu, et peut-être pour autre chose. Mais je m'y connais pas assez. Et après, ouais, il me semble que quand même on n'a pas eu beaucoup de soucis. Après, j'ai pas des nouvelles de tout le monde, hein, donc c'est sûr que j'en oublie. Mais et après, il y a aussi pour trouver du boulot, il y a un petit facteur chance pour le coup aussi qui Ouais, existe. c'est clair. C'est que là, pour le coup, j'ai été recruté, moi. C'est du coup mon patron qui est venu à l'école nous rencontrer parce que ils allaient sortir un nouveau jeu et ils avaient besoin de monde sur la production. Et du coup, il est venu ici, il a discuté avec tout le monde a passé des entretiens. Et voilà quoi. Donc c'est un coup de bol. Il recrutait à ce moment-là et au final j'étais là. Donc voilà. Donc en gros, c'est ça ou jouer à PUBG, quoi, Alexandre. Ouais, c'est ça. Sinon, j'ai oublié quelqu'un quand même qui est important. C'est ma copine qui était dans la promo d'Hoffman. Elle n'est pas allée bosser dans une entreprise de jeux vidéo. Elle s'est lancée euh, à son compte et elle commence à avoir pas mal de contrats et ça marche pas mal pour elle. Donc c'est aussi possible de se lancer à son compte. Hmm. C'est compliqué, hein, je dirais pas que c'est quelque chose de simple, mais c'est faisable. Moi, pour info, on peut rebondir sur le PUBG là. À l'époque, j'ai raconté ça d'ailleurs dans le magazine de presse d'Ubisoft. Je sais plus comment ça s'appelle, Histoire de Gamer ou je sais plus quoi. Moi, mon patron sorti de l'école. Alors, j'ai continué avec celui qui m'a recruté pendant l'alternance. J'ai travaillé 7 ans dans l'audiovisuel, mais si je l'ai rencontré, c'est parce que un jour,
de peut-être 2005, un truc comme ça. J'étais en train de zoner dans les Palins, une fort belle région de World of Warcraft. Et j'ai envoyé un petit message sur le canal général en disant oui, j'ai une guilde, je recrute, c'est cool, venez jouer. Et là, il y a un gars qui me dit bah écoute, moi aussi j'ai une petite guilde, je crois que c'est un peu pareil, ce qu'on veut faire, viens, on se met ensemble et puis et comme ça on fait une guilde à deux. J'ai fait ok. Et voilà, puis 2 ans après, c'est devenu mon boss et on a travaillé 7 ans ensemble, quoi. Et souvent, le truc, c'est que je dis, mais en fait, si ce jour-là, en 2005, j'avais pas envoyé un message dans les Palins, Nota Bene n'existerait pas, vous seriez pas là ce soir, en fait. Ça, c'est. Le cerveau explose. Le jeu vidéo, c'est vraiment très bien. Ça rapproche beaucoup de gens. Ça rapproche beaucoup de gens, c'est clair. Est-ce que vous vouliez rajouter un petit quelque chose, parler d'une expérience qui vous a particulièrement marqué ou de vos ambitions, encore une fois, en termes de jeux vidéo et de ce que vous espérez pouvoir faire dans le futur ou... De ce qu'on espère pouvoir faire dans le futur, là, dans la boîte, c'est c'est créer notre premier jeu, notre premier jeu à nous, arriver à bout. D'ici 2 ans, normalement, il y a le premier jeu qui sort et pouvoir aller plus loin, créer autour de cet univers une franchise, quoi, carrément. Avoir une licence, faire plusieurs autres jeux autour de ça et puis, ouais, grandir, continuer, en fait, tout simplement la voie là qu'on s'est fixée au sein du studio, quoi. Moi, je veux juste revenir sur un petit truc que j'ai dit, parce que je me suis un peu énervé en le disant. Quand je dis ouais, c'est un métier de passion et tout, je pense qu'il y a des gens qui ça doit ennuyer d'entendre ça, parce que ça arrive aussi de s'ennuyer dans le jeu vidéo, hein. Ça arrive aussi d'être sur des expériences, aussi bien on peut les aimer de ouf, hein, mais ça arrive aussi de se faire chier, Mmh. d'en avoir marre, d'avoir des râles. Il y a pas que Il y a la pas passion, hein. Des fois, on Ça fait ce qu'on n'aime suffit. pas forcément, mais Ouais, et même en étant passionné, hein, on peut des fois se faire chier. Oui, et après voilà, c'est la vie, c'est pas que du fun, malheureusement. c'est ça, oui. Il y avait quand même une question qui était intéressante aussi là. Après, je sais pas si vous avez connaissance de ça, mais en tout cas, quel est le marché du jeu vidéo d'un point de vue recrutement maintenant? Est-ce que le ratio emploi à dispo personne diplômée, il est plutôt bon ou est-ce que c'est la loose et tout le monde gratte à la porte? De ce que j'entends, en fait, ça dépend vraiment des professions. Si vous voulez du métier dans le jeu vidéo, devenez FX artiste ou technical artist. C'est-à-dire les mecs qui font les effets spéciaux ou les mecs qui savent coder des effets graphiques un peu vénères. Là, ça cherche. Ils sont en Mmh, demande. Après, il y a des postes où ça bouge totalement, quoi. Genre, ouais. être game designer sur une petite prod, bah, vous avez peu de chances de l'être parce que les petites prods, elles s'en passent souvent. Enfin, les petites équipes, moyennes équipes, heu, juste c'est pas forcément, nécessaire. Ouais, Puis tu as des métiers aussi comme, les métiers dans l'art, tu soulèves un caillou, il y en a 5, hein, des graphistes. Donc mmh. ouais, ça dépend des prods, ça dépend des besoins et voilà. En tout cas, chers amis du chat, depuis tout à l'heure on parle de le TPA. Je crois qu'il est venu le temps des 5 minutes de publicité avec voilà, donc le TPA, qu'est-ce que c'est? Je vais vous faire 5 petites minutes pour vous présenter un petit peu quand même l'école, parce que depuis tout à l'heure on en parle, que vous ayez au moins une idée globale de ce que peut proposer l'école. En gros, le TPA, donc créé en 88, 88, c'est aussi vieux que moi, dis donc. La vache, ça y est. Sur une section multimédia infographie, 2009, il développe de la 3D temps réel, réalité augmentée. 2012, il lance une spécialisation game design, donc en gros c'est le début du jeu vidéo à l'ETPA, et en 2019 ouverture de la section jeux vidéo sur le nouveau campus de Rennes qui précède l'ouverture de l'ETPA Montpellier en 2020. Donc là on a 3 pôles, hein, Toulouse, Rennes, Montpellier actuellement. Et ce que vous propose le TPA, eh bien, c'est de vous former au métier du jeu vidéo, notamment en vous accompagnant pendant 3 ans sur une formation qui va vous permettre d'aborder un petit peu toutes les directions dans lesquelles on peut aller avec une spécialisation au cours de la 2e et 3e année, c'est ça? Ouais, essentiellement la 3e, Ouais.
Vous pouvez nous en dire un peu, vous pouvez nous dire un petit peu comment ça se découpe de la première, deuxième, troisième année? Ça doute un peu, mais la première, elle est assez généraliste. C'est un peu une remise à niveau aussi parce que tout le monde arrive pas au même moment de sa vie dans ces études. Mais tu vas plus avoir du théorique, avoir du dessin. Tu vas être moins sur des logiciels, des moteurs de jeu, tout ça. Et Tu vas, c'est plus en deuxième année que tu vas tâter les moteurs de jeu. tu vas voir aussi les jeux de société, parce qu'il n'y a pas que Ouais. des jeux vidéo qui existent, il y a aussi les jeux papier, où tu peux t'éclater avec. Et après, deuxième année, ouais, comme Alex disait, là tu vas voir, tu vois les bases de la 3D, tu commences à les voir en première année. Deuxième année, tu fais du coup, tu vois deux, trois logiciels pour aller plus loin, et ça va être vraiment en troisième année, où là tu as une prod de un an, enfin de un an, de 9 mois, et où là tu vas pouvoir te spécialiser en fait. Alors, je sais que nous, ça avait été un peu plus compliqué, mais normalement, la première partie de la troisième année, tu as des cours qui vont être du coup là orientés vers la spécialisation que tu veux. Du coup, il y a des gens qui vont pouvoir accéder à d'autres cours ou pas. Et ensuite, tu continues sur la production pour la deuxième partie de l'année. Et tout le long de l'école, tu fais un, deux, trois, quatre, cinq projets en tout. Le premier en première année où tu vas juste apprendre les bases du design. Fin de première année, là, tu commences à apprendre un peu la programmation, mais web, pour le coup. Il commence avec le web et là, tu vas sortir ton petit jeu tout seul. Deuxième année, tu as deux projets en groupe d'abord, si ça n'a pas changé, hein. Après, ça a peut-être changé Alors, Mmh. il depuis. y a, juste en aparté, Eurupto Ouais. nous dit en gros ils ont changé le cursus cette année, Ah, donc c'est pas tout à fait ça, mais ça reste Oui. dans l'idée, donc tu peux continuer à nous, ok. à nous en Bah, parler. du coup, premier projet deuxième année, c'est des groupes de deux. Ensuite, c'est des groupes un peu plus importants pour le deuxième projet de deuxième année. Et on finit avec le gros projet de troisième année. Du coup, voilà, en gros. Mais effectivement, ça a dû changer. Et donc il y a pas mal de trucs, si je prends ma voix off, c'est au travers d'un enseignement axé sur la conception, les arts appliqués, l'infographie et la programmation, les étudiants deviennent opérationnels et peuvent tout de suite accéder à des postes tels que game designer, level designer et s'ouvrir à d'autres métiers du jeu vidéo. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu le panel des choses qu'on peut explorer. On me demande si la formation elle est reconnue par l'État. Oui, c'est un équivalent en bac+3. Voilà, qui est délivré à l'ETPA, donc avec trois campus, Toulouse, Rennes, Montpellier, comme on l'a dit. On peut vous dire. Tank. Alors, ils sont équipés sur tout ce qui est VR, tablettes tactiles, parc d'ordinateurs performants, des logiciels spécifiques tels que Adobe, 3ds Max, ZBrush, Substance Designer, Unity, Unreal Engine, bref, tout ce qu'il faut pour s'éclater et passer de bonnes années. Sachez aussi que chaque campus est équipé d'une cafétéria, d'amphithéâtre et d'espace de détente. Et ça, c'est important. Bon, et si on veut être un peu plus, terre à terre sur les infos qui sont quand même importantes, 250 étudiants en France pour le coup. Il y a des bourses internes qui sont proposées puisque l'école est payante, et il y a pas mal d'entreprises partenaires. Alors je vais peut-être pas tous les citer, hein, mais entreprises partenaires: Ubisoft, Gameloft, Cyanide Studio, TT Games, la Bell Games, Asmodee Digital. Voilà, on a beaucoup de partenaires qui s'adossent à cette école et qui potentiellement peuvent parfois venir toquer et recruter directement des gens comme Vincent, qui font oui, moi je suis intéressé. Je veux bien, s'il vous plaît, un stage. Si on a 2 minutes, je peux revenir sur un petit truc. On a largement 2 minutes, y a pas de souci. Déjà, s'il y a des gens qui sont pas intéressés par la formation game design, la formation photo est super cool là-bas aussi. Et ensuite, juste pour revenir sur le côté, parce que j'y pense maintenant, autodidacte par rapport à l'école, un des gros avantages de l'école, c'est que le jury de fin d'année, de fin de troisième année, il est très qualitatif parce qu'il y a tous ces partenaires. Et moi, j'ai eu la chance d'être jugé parmi les membres de mon jury. Il y avait le mec qui a quand même fait le level design de Portal et Portal 2. Donc ça va, ça pèse. Et ouais, donc c'est vraiment très cool. Et l'aventure humaine aussi est super cool. Je voulais vite fait revenir sur ça. C'est que moi, en deuxième année, j'avais été avec les deux des trois personnes avec qui j'ai fait Abadi.
Et on avait fait un premier jeu ensemble et c'était pas méga bien passé. Et on a été remis dans le même groupe en 3e année. On était tous un peu dégoûtés d'être ensemble. Et au final, c'était la meilleure expérience qu'on ait faite de pas trop s'entendre au départ et de devenir des meilleurs potes. C'était trop cool. Voilà. Ouais, L'expérience humaine est trop bien. ouais, c'est cool, c'est cool, c'est cool. On a une question très terre à terre qui nous dit la moula, ça coûte combien? Alors là, en gros, vous allez sur le site de l'ETPA et vous avez tous les tarifs et brochures. Là, actuellement, sur le site est indiqué 6080 euros à l'année. Alors, voilà, c'est moi j'ai regardé tout à l'heure, ça m'a pas choqué dans le sens où moi j'ai fait une école aussi payante jadis en alternance, donc j'avais eu la chance de vu que j'avais par dessous c'était mieux, mais qui était plus cher hein, que ça. Et globalement, ce que j'avais vu moi, c'était pourquoi des écoles comme il y a 10 ans, c'était genre Créapol ou des choses comme ça, c'était plus de 10 000 balles l'année, je crois. Ouais, il y a des écoles beaucoup plus chères que ça. Donc voilà, en tout, donc c'est 6 000 euros l'année sur 3 ans, faut compter 18 000 euros quoi. Ouais, c'est ça. Pour le cursus à l'ETPA. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions les amis? Je vous en prie, on a encore quelques minutes si vous le voulez. Bon, on avait quelqu'un, Norticus, qui nous demandait sur quoi vous travaillez actuellement, mais ça vous nous l'avez déjà expliqué tout à l'heure. Vous avez, Alexandre, de nouveaux projets que vous pensez développer après l'hypnose ou... Ouais, là, on est sur des séances qui sont vraiment orientées pédiatrie et il y a enfin, il n'y a pas de discours hypnotique dessus. Et c'est vraiment des mini-jeux consacrés aux enfants qui sont à l'hôpital. Et vous donc Vincent, là le fameux jeu historique. Ouais, qui débarque normalement dans 2 ans, si tout va bien. Et il y a rien que tu peux nous faire leaker ce soir là. Non, pas pour le moment. Je peux juste dire, parce que c'était secret, on m'a juste dit, ouais, si je monte pas de la question, tu as le droit officiellement d'annoncer la production de ce jeu, ça y est, notre premier jeu du studio, rien qu'à nous, qui arrive. Moi, j'ai plein de secrets sur Ubisoft qu'on m'a dit qui étaient censés être leakés. Si vous voulez des infos sur BGE2, chuchotez-moi et je vous dirai tout. Moi aussi j'ai plein d'infos. Ouais. Tu parles. J'ai essayé de les cuisiner quand j'étais allé là-bas, et j'ai rien du tout. J'ai cru pourtant, un naïf que je suis, tu sais, je me suis dit, ah, le soir, comme ça, peut-être qu'après 2-3 bières au restaurant. À tout moment. Pas du tout. Ah, bah, moi, je peux dire que l'alcool, ça fait parler. Il y a un air de déjà vieux qui nous redemande le nom de ta boîte, Vincent. C'est Outer Zone Entertainment. Outer Zone Entertainment. Ma société est sur le même lieu que le TPA à Montpellier. Donc, si à l'issue de votre formation à l'ETPA à Montpellier, vous cherchez un stage, vous pouvez taper KICO, CAYCO. On serait probablement les bienvenus. Eh bah c'est cool, super. Bon bah écoutez les amis, moi je pense qu'on va s'arrêter là pour cette soirée. Merci en tout cas à vous deux d'être venus ce soir pour répondre à ces questions. Avec plaisir. Merci à l'ETPA aussi qui a initié ce partenariat ce soir. Moi c'est plutôt cool. Comme vous le savez, j'aime bien discuter. Hein. J'aime bien m'écouter depuis le temps, vous le savez aussi. Et là le but c'était de pouvoir ouvrir un peu vers d'autres styles, d'autres univers. C'est vrai que souvent on reste concentré sur l'histoire pure et dure quand on fait des entretiens. Là c'est l'occasion d'ouvrir vers le jeu vidéo qui est aussi un domaine que j'affectionne beaucoup, vous le savez, et j'espère que dans des lives qui arriveront peut-être très bientôt, nous aurons d'autres univers à explorer, pourquoi pas de la musique, avec un peu de métal, avec des groupes très bien dont je tairai le nom, mais peut-être que voilà, si vous êtes à l'affût des réseaux sociaux, il va y avoir des jolies surprises à la fin du mois. Qui sait? Merci encore Alexandre, merci Vincent. Avec plaisir. On vous embrasse, très bonne soirée à tous. Salut les copains.